Avant de peut-être de commencer, voilà, je voulais aussi vous dire que les questions, on pourra les répondre à la fin du webinaire. Donc, ne soyez pas stressés si voilà, votre question n'est pas encore, il n'y a pas encore de réponse à votre question directement. Et on va y répondre. On va en tout cas essayer d'y répondre le mieux possible. Mais voilà, dans le temps qui sera imparti aux questions. Donc, pour commencer, je pense que je vais directement céder la main à Nathalie Barthes, qui est chef de projet au Gérontopole Aura, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, vous avez la parole, vous pouvez activer votre micro et votre caméra et je vais peut-être lancer le partage également de votre présentation. Eh ben voilà, c'est parfait. Parfait. Allez, bonjour à tous. Donc, merci de nous laisser l'occasion de vous présenter les initiatives en matière d'alimentation, de nutrition du Gérontopole Aura. Je vais vous présenter très brièvement, parce que le délai est court, le Gérontopole et puis ensuite une initiative portée par notre structure et surtout par nos partenaires aussi scientifiques. Alors, le Gérontopole Aura, en quelques mots, c'est une mission avant tout de fédérer et d'animer un réseau régional en gérontologie. C'est donc une application de tous les acteurs qui est recherchée, qu'ils soient académiques, scientifiques, de terrain, des industriels et bien entendu l'écosystème de la personne âgée. C'est accompagner la recherche et l'innovation à travers notamment des projets plus ou moins longs de recherche fondamentale, interventionnelle, mais aussi et surtout des études d'usage, des études d'acceptabilité. Encore une fois, en plaçant vraiment la personne âgée au centre du processus, et en l'occurrence du processus d'innovation. C'est valoriser les initiatives régionales et c'est évidemment accompagner les politiques locales en matière de bien vieillir. Alors, pour faire simple, le Gérontopole Aura s'organise autour du parcours, vous l'avez bien compris, pas seulement le parcours de soins, et a identifié plusieurs axes sur lesquels il se développe actuellement. Un axe prévention et promotion de la santé, dans lequel on retrouvera notamment les études en matière d'alimentation, de nutrition, puisqu'on aborde beaucoup dans cet axe-là les déterminants de santé. Un axe prise en soin, mais aussi en charge dans le sens où c'est bien tout le parcours, donc pas uniquement le soin qui est recherché ici. Silver Eco, bien entendu, on rejoint ici la recherche à l'innovation et le lien des porteurs de projets et des entreprises. Un volet sur l'habitat, de manière générale, sur la mobilité et l'urbanisme. Un volet sur les métiers du grand âge, avec vraiment également cette volonté de former et d'avoir vraiment voilà, une mission de formation. Et puis, tout ça de manière plus transversale en questionnant, bien entendu, l'impact sociétal et la question éthique en lien avec le vieillissement. En matière d'alimentation, donc là, on va dire, je fais plutôt un zoom sur l'axe 1, 2. Essentiellement, le Gérontopole Aura s'est investi et s'investit encore sur cette thématique et notamment a justement prévu en 2022 une journée régionale thématique qui aura lieu normalement à Clermont-Ferrand sur la question de la nutrition et de l'alimentation. On a eu l'occasion également de travailler sur des études d'acceptabilité autour de la question du jeûne thérapeutique pour les seniors. Et puis plus récemment, on travaille avec nos chercheurs de l'INRAE, qui est un centre de recherche spécifique à la nutrition, sur des projets de recherche. Plusieurs qui ont lieu en EHPAD ou encore à domicile pour justement optimiser ou en tout cas intervenir sur l'alimentation à domicile ou en institution. Alors voilà globalement pour la présentation du Gérontopole. Je vous laisse peut-être passer la seconde diapo pour vous présenter un projet plus spécifique sur lequel on est en train de travailler dans le cadre du Gérontopole Aura. Donc, c'est le projet Partage qui vise une nouvelle stratégie de recherche participative et de phénotypage multidimensionnel chez les seniors en proposant une voie donc vers une alimentation préventive plus personnalisée. Donc, ce projet rassemble, comme je vous l'ai dit, des partenaires scientifiques, les laboratoires recherche et notamment les chercheurs de l'INRAE de Clermont-Ferrand et des partenaires donc, de la société civile tels que le Gérontopole Aura. Alors, en gros, le constat est simple. La nutrition, on l'a dit, un déterminant de santé, mais aussi un levier d'action pour prévenir les pathologies liées au vieillissement, notamment, et aussi un facteur de bien vieillir. Le constat de base, c'est de dire que finalement, il y a des recommandations qui sont généralistes, mais que
les recommandations en matière de nutrition sur mesure, adaptées, personnalisées, sont plus efficaces. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est bien de proposer une alimentation spécifique, adaptée aux seniors, qui va notamment prendre en considération toutes les dimensions, donc à la fois le métabolisme, mais aussi l'état de santé, les modes de vie, l'activité physique, le cadre de vie, la culture individuelle, etc., les territoires, bien entendu. Alors, ces deux axes de recherche qui vont donc être appliqués au terrain. Deux axes de recherche, l'un est la compréhension de la variabilité interindividuelle en réponse à l'alimentation. L'autre est l'analyse de l'impact de la transformation des aliments sur l'acceptabilité et sur la qualité de vie des seniors. Voilà, donc le gérontopole dans tout ça a vraiment un rôle fédérateur, dans le sens où il va permettre de faire le lien entre les acteurs académiques, scientifiques, et permettre le transfert de connaissances au grand public. Il a également cette dimension régionale dans l'objectif de essaimer un projet qui est initialement porté sur un territoire qui est celui de Clermont-Ferrand. Et donc, il y a cette dimension régionale. Et puis, il y a aussi le Gérontopole-Aura dans sa dimension, dans son rôle de recherche participative, avec une approche qui est centrée et portée par l'usager. Et donc, apporter une expertise ici en tant qu'identification des attentes, identification des besoins des acteurs en ce qui concerne l'alimentation. Et puis, c'est cette démarche participative qu'on met également en évidence en proposant un travail de co-construction de projet en matière de nutrition qui, on l'espère à long terme, va déboucher sur un Living Lab, donc un outil de recherche qui pourrait s'intituler « Bien s'alimenter pour mieux vieillir ». Alors, voilà pour une présentation rapide. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour échanger si besoin. Merci à vous. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Je vous rappelle que ces présentations sont assez rapides, mais que au final, voilà, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Elles seront normalement disponibles sur la fiche qui vous a permis de vous inscrire à ce webinaire, ainsi que tous les liens vers les différentes vidéos, les différents sites internet et également des personnes concernées. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Juliette Simoneau de Bourgogne-Franche-Comté, qui est chargée de mission, formation et projet du pôle de gérontologie et d'innovation de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Voilà, je vous laisse la parole et je partage à nouveau mon écran. Merci Vincent. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci aussi à Tiana et à toute l'équipe du Gérondif, donc Île-de-France, pour l'organisation, et à Diaelco. Alors, bon, comme vous l'avez dit, donc, je suis Juliette Simoneau, chargée de mission formation et projet donc, au PGI, ou Pôle de gérontologie et d'innovation de Bourgogne-Franche-Comté. Le PGI, donc, c'est, je ne vais pas le redire, mais ça ressemble en gérontopole, on est tous un petit peu dans la même organisation. Là, on rejoint donc ce sens-là, et donc c'est l'association de plus de 60 personnes morales membres qui forment un réseau qui allie CHU, universités, collectivités locales, acteurs de la silver economy, associations médico-sociales ou représentants des usagers. Bref, tout un écosystème dont l'objectif est commun, qui est de favoriser l'amélioration de la qualité de vie dans l'avancée en âge. Et on est très heureux de participer à ce Tour de France des initiatives qui montre une belle dynamique nationale des gérontopoles sur le sujet. Alors, je vais peut-être passer, s'il vous plaît, à la deuxième, à la slide suivante, pour présenter donc le projet Renaissance. C'est un vaste programme de recherche qui vise à mieux prendre en compte et à mieux prendre en charge les personnes âgées dépendantes culinaires en EHPAD ou à domicile. Alors, tout au long de cette recherche, le plaisir des sens des personnes âgées va rester la pierre angulaire. Deux axes sont travaillés, donc d'une part la diminution de la dénutrition, bien entendu, et d'autre part la maîtrise du gaspillage alimentaire, d'où l'acronyme un peu long, réussir écologiquement une nutrition équilibrée et sensoriellement adaptée aux seniors. Alors, pour connaître les besoins réels, les chercheurs ont d'abord questionné les résidents en EHPAD, pesé leurs repas. Bref, ils ont suivi l'adage du Bourguignon Bria Savarin, donc dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et puis ensuite, la deuxième étape va s'appuyer sur l'identification donc des profils mis en lumière, et en particulier donc avec le profil du petit mangeur âgé.
Et ça a permis donc de travailler sur cette recherche sur une offre qui va respecter les habitudes et le plaisir du goût pour mieux nourrir ce petit mangeur âgé. Et puis à l'étape numéro 3, donc c'est la place au développement de solutions technologiques innovantes, par exemple en utilisant la gastronomie moléculaire qui va réenchanter un peu les textures pour que le mixé ne rime plus avec purée, mais au contraire avec soigné. Et puis aussi le travail sur des solutions plus techniques, innovantes aussi, pour accompagner, par exemple, le retour de la cuisine fait maison, qui en plus réhabilite les professionnels en cuisine et favorise l'individualisation. Alors, cette individualisation, elle peut sembler relever du défi, notamment financier ou organisationnel dans les établissements, mais elle est présentée comme réalisable et elle engendre même beaucoup de bénéfices. Alors, bien entendu, d'abord pour la santé, le bien-être des personnes âgées, et puis aussi des équipes, mais aussi pour l'économie et l'écologie, qui est un des aspects de cette recherche. Le PGI a pu participer notamment à la restitution des résultats de la recherche Renaissance lors du colloque qui a été co-organisé donc par le PGI et qui a permis aussi de valoriser donc la collaboration de nombreux instituts de recherche publics, 9 en tout, et des 9 partenaires privés, ainsi que 2 associations. Alors, cette collaboration, elle a été rendue possible par le financement de l'Agence nationale de la recherche et l'appui du Conseil régional et du pôle de compétitivité, compétitivité Vitagora. Alors, après, en plus des innovations agroalimentaires, en plus des nombreuses publications, le programme Renaissance a essaimé aussi les bonnes pratiques auprès des aidants et dans les EHPAD, notamment grâce à la diffusion du guide très pédagogique Grand âge et petit appétit, dont vous avez un aperçu de la couverture donc sur la slide et qui a été co-rédigé donc par Claire Solm-Rosset, Virginie Van Wiebeck et Isabelle Maître. Je n'ai pas le temps de présenter plus avant, mais qui ont des parcours très intéressants qui sont reconnus dans le milieu de la recherche sur la dénutrition. Alors, ça me permet de faire la transition donc vers le second programme innovant aussi que je veux absolument vous présenter, qui est le Pass Alimentation. Donc, sur la deuxième slide, s'il vous plaît, Vincent. Et ce Pass Alimentation donc, fait partie en fait du programme de prévention tertiaire intitulé Oméga. Le Pass Alimentation donc, fait partie d'un ensemble de 9 modules qui sont proposés aux EHPAD en région de Bourgogne-Franche-Comté, dont le financement est assuré par l'ARS, l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, et qui est coordonné par le PGI. Après, l'expertise scientifique va reposer sur les garants et les opérateurs locaux. Le Pass Alimentation, donc comme je l'ai dit, c'est le module de prévention de la prise en charge de la dénutrition en EHPAD. L'objectif de ce module, c'est vraiment de stimuler l'appétit des résidents avec une approche plutôt sensorielle et puis d'accompagner les équipes aussi dans la mise en œuvre d'actions très concrètes. Alors, une fois que l'EHPAD volontaire est inscrit auprès du PGI, la mutualité française sur ce module va prendre le relais et l'accompagner donc sur les 5 phases de la durée du module, de la préparation au bilan. Par exemple, pendant les séances collectives, les groupes de résidents vont être conviés à déguster des plats, à rencontrer et à échanger avec les équipes en cuisine et puis les équipes de l'EHPAD. Et puis, les professionnels, quant à eux, vont être plutôt formés en distanciel ou en présentiel et conduits à réfléchir et puis à construire aussi collectivement un plan d'action donc qui est intitulé « Chemin de la dénutrition ». Et puis enfin, donc, ils sont invités à partager et à questionner donc, les actions réalisées avec d'autres équipes de professionnels. Alors, l'esprit de ces actions de terrain qui vont impliquer directement les résidents rejoignent en cela donc, les préconisations du guide Grand âge et petit appétit, issu du programme Renaissance, d'où le lien important. Par exemple, en favorisant la participation des personnes âgées dans l'élaboration des menus, ou bien en leur facilitant l'expression de leurs besoins et de leurs capacités. Et puis ça marche, donc on le voit, l'évaluation du module Pass Alimentation donc du programme Oméga est plutôt positive, même très positive selon l'Observatoire régional de la santé. Les séances conviviales pour les résidents, par exemple, la formation et les temps de réflexion qui sont appréciés. Et puis, je vais terminer là-dessus parce que le temps est très court. Je pense que c'est surtout le changement de regard sur l'alimentation de la personne âgée dépendante
qui est perçu comme vraiment décisif dans le changement des pratiques de lutte contre la dénutrition. Voilà, donc j'espère que vous aurez des questions sur ces 2 programmes. Il y a plus à dire que de temps, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je laisse découvrir tous les autres projets innovants en région. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vais directement passer la parole comme ça pour qu'on ait tous un peu le même temps pour parler à Pierre Grimaud, qui est chargé de mission Bien Vieillir et cette fois-ci coordonnateur et qui est excusez-moi qui se trouve en Bretagne, dans le Gérontopole Bretagne, je pense. Alors, je ne sais pas exactement quel est son nom précis. Et il se trouve également qu'il y a un autre intervenant qui est avec nous, je pense, Martin Carbadec, qui lui est coordinateur de projet NutriChic au centre hospitalier de Cornouailles. Allez-y. Merci Vincent. Alors du coup, je vais introduire très très rapidement. Moi, je vais laisser la parole à Martin Carbadec pour présenter le projet NutriChic. Donc le Cause Ensemble, le Gérontopole breton, en fait, Cause Ensemble, Cause KOZH, c'est un terme breton qui veut dire vieux ou ancien. D'où le jeu de mots Cause Ensemble. Alors, si on peut passer à la diapositive suivante. Le projet de Cause Ensemble, c'est alors on est un peu moins structuré que nos homologues dans les autres régions. On a un tout nouveau projet de Gérontopole qui a été repensé cette année, qui du coup est bien sûr assez proche, je dirais, de nos homologues, puisque notre objet est la faciliter la continuité des parcours de vie, avec des objectifs aussi de renforcer l'inclusion, le pouvoir d'agir et d'améliorer la démocratie sanitaire. Concrètement, encore une fois, hein, on n'est pas très très différent des autres. On se propose, on se propose pas seulement, on anime et on fédère des réseaux d'acteurs sur les questions de gérontologie. On essaye d'infuser les expérimentations sur les territoires, structurer, développer une ingénierie pédagogique et on encourage l'innovation en toutes ses formes. Voilà, on pourra autant parler d'innovation technologique que d'innovation sociale. Et nos 3 axes de travail prioritaires sont la prévention en santé, l'innovation et le développement économique, et la formation et métiers du grand âge. Donc, de manière plus opérationnelle, on travaille en ce moment sur une semaine des métiers qui aura lieu l'année prochaine, en début d'année prochaine, afin de favoriser le recrutement dans les secteurs à la fois sanitaires et médico-social. On a aussi plusieurs projets sur des questions notamment d'alimentation ou sur les aidants. Je voulais pas aller dans le détail, donc je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Martin Carbadec pour présenter le projet NutriChic qui est porté par le centre hospitalier de Cornouailles. Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce qu'il est possible de passer là sur la diapo qui présente voilà, les axes de travail du projet. Donc moi je suis Martin Carbadec, je suis le coordonnateur du projet NutriChic. Donc NutriChic, c'est effectivement, comme le disait Pierre, un projet qui est porté par le centre hospitalier de Cornouailles, qui dans ses activités regroupe notamment 5 résidences EHPAD. Et donc, ce qu'on a cherché à faire dans ce projet, c'était de travailler à améliorer l'expérience alimentaire, en fait, finalement, dans ces résidences, à la fois pour les résidents, mais également pour les professionnels, tout en essayant de travailler sur le bien-être et l'état nutritionnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces 2 dimensions qui rentrent en ligne de compte dans notre projet. Nous, on est parti sur 3 axes de travail qui sont déclinés sous vos yeux. Donc, le premier, c'était vraiment une partie qui était dédiée au diagnostic, essayer de bien comprendre les perceptions, les comportements, les habitudes, à la fois des personnes âgées, mais aussi l'impact que pouvaient avoir justement nos équipes sur ces dimensions-là. On a essayé d'avoir un travail aussi sur le développement social. Donc là, vraiment travailler sur le contexte entre les soignants, les familles, les résidents, mais toujours autour du repas, et puis l'identification des leviers nutritionnels. Pour ça, on s'est entouré d'un certain nombre d'acteurs qui ont la particularité de tous être issus finalement de la Cornouaille. Alors la Cornouaille, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, grosso modo, vous prenez le Finistère, là, la pointe, vous la coupez en 2, vous prenez le sud, et finalement, c'est nous. Voilà. Donc c'est vraiment la partie sud du Finistère.
tous les acteurs de ce projet-là sont issus de ce bout de territoire qui a la particularité de regrouper un certain nombre d'acteurs agroalimentaires. C'est vraiment une terre agroalimentaire importante. Et donc, on a à la fois une partie, on va dire, scientifique avec l'Université de Bretagne occidentale qui est présente. On a aussi l'IMT Atlantique, qui est une école d'ingénieurs qui est présente dans le projet. On a des partenaires privés qui ont différents statuts. On a une start-up qui fait de la recherche sur le volet sensoriel qui s'appelle Sensostat, qui contribue aussi aux éléments de recherche. Et puis, on s'est entouré d'un board d'industriels agroalimentaires qui ont participé vraiment au projet depuis sa création. Et naturellement, on s'est entouré aussi de notre partenaire qui est finalement la cuisine centrale qui fournit ces résidences de façon à pouvoir travailler avec eux. Alors, ce qu'on a travaillé, tout simplement, c'est dans un premier temps tout l'environnement du repas. Et on a vraiment cherché à vouloir questionner ça. Qu'est-ce qui impacte aujourd'hui le repas et comment on pourrait apporter des améliorations sur cet environnement? Est-ce que alors on est allé dans des choses très pragmatiques au vu de la littérature et de ce qu'on souhaitait faire. Et donc, on est parti sur, par exemple, le dressage de la table, sur la tenue de nos équipes, la tenue vestimentaire de nos équipes pendant le service du repas, sur l'ambiance musicale. Donc, vraiment des choses très terre à terre de façon à essayer de voir s'il n'y avait pas des leviers qu'on pouvait identifier. L'autre partie qu'on a regardée, c'est finalement ce qu'on mettait dans l'assiette. Et donc, on s'est beaucoup inspiré d'autres projets, et notamment du projet Renaissance dont on avait eu vent, pour regarder justement ce qui était déjà fait ailleurs. Et là, finalement, nous, on a décidé de travailler sur des choses assez classiques avec le GIP Vitalis qui fournit nos repas. Donc, on a essayé de travailler sur le goût, la couleur, la texture, de ce qu'on pouvait servir et essayer de voir si effectivement, en boostant ces dimensions, on n'avait pas la possibilité d'augmenter un peu la consommation des repas, mais aussi surtout le bien-être, puisque c'est une des choses qu'on regardait. Et enfin, la dernière partie, qui n'est pas une partie à mettre de côté, c'est la partie organisationnelle. C'est-à-dire finalement, l'organisation soignante, de quelle façon elle a un impact positif ou négatif sur le moment du repas et sur le bien-être des résidents et des équipes. Bon, effectivement, on a bien vu, en laissant des partenaires extérieurs venir faire de l'observation participative dans nos résidences, que ça avait un impact important et qu'il allait falloir justement qu'on re-questionne un certain nombre de choses de façon à peut-être espérer améliorer le bien-être de nos équipes qui a un impact certains sur le bien-être de nos résidents. Tout simplement, si j'ai le temps, nous, ce projet-là, il n'est pas tout à fait terminé encore. On a déjà des projets, on va dire, qui en découlent, qui sont en train de se lancer justement parce qu'on cherche à aller plus loin dans certains domaines. Ça nous a permis de mettre en lumière notamment la question du gaspillage alimentaire où on s'est rendu compte en faisant les pesées qu'on avait un vrai travail à engager de ce côté-là. Merci à vous pour cette présentation très complète. On voit qu'il y a beaucoup d'aspects finalement à la lutte contre la dénutrition, même tous les aspects de donner envie finalement de manger, qui ont l'air simples dit comme ça, mais qui doivent être assez complexes en fait. Ce serait intéressant de voir aussi quelles sont vos conclusions là-dessus vis-à-vis de tout ça. Peut-être on reviendra peut-être sur plusieurs de ces aspects-là après que tout le monde ait pu un peu faire sa première présentation. Donc, je passe la parole à Isabelle Dufour, qui est déléguée générale à Gérondif qui a en grande partie organisé ce temps d'échange. Alors. Oui, bonjour. Donc Isabelle Dufour, donc je suis déléguée générale de Gérondif. Gérondif est le gérontopôle d'Île-de-France. Je crois que vous pouvez passer la slide suivante. Donc nous sommes une association qui est reconnue d'intérêt général et qui a été fondée en 2016 par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et puis toutes les branches régionales de l'AFEA, Pluriops, la FHS, et nous sommes soutenus depuis le début par l'ARS, le Conseil régional d'Île-de-France, la CNAV, et ponctuellement également par la CNSA.
Alors, notre ambition consiste à développer globalement la recherche et l'évaluation de tout type d'innovation, que ce soit dans le domaine des prises en soins, de l'organisation des parcours, des gérontotechnologies, des offres, des solutions de la silver economy. Nous développons aussi tout un axe en rapport avec la formation, l'innovation sociale en gériatrie et gérontologie. Et notre champ, comme beaucoup d'autres gérontopoles, notre champ d'évaluation porte aussi bien sur le sanitaire que le médico-social ou le champ du domicile et vise à chaque fois la prévention de la perte d'autonomie. Nos mesures d'impact concernent les personnes âgées, qu'elles soient robustes, fragiles ou dépendantes. Toute la chaîne. Et nous élaborons pour nous mettre en œuvre nos programmes des protocoles pluridisciplinaires qui mixent les méthodologies de recherche clinique plus quantitatives et celles plus qualitatives des sciences humaines et sociales, à chaque fois en recherchant l'établissement de preuves robustes pour éclairer scientifiquement les décideurs, les professionnels, les aidants, et en se souciant particulièrement de tout ce qui est question éthique et d'usage des adultes âgés. Nous sommes aussi membres du conseil d'administration du collectif de lutte contre la dénutrition. Et le projet Solidage que je vais vous présenter aujourd'hui illustre pleinement notre engagement très fort dans la lutte contre la dénutrition. Nous sommes partis du constat pour concevoir notre projet, alors un constat que vous connaissez très bien, mais qui est moins connu parfois des Français, à savoir que l'espérance de vie à la naissance est en hausse et pourtant l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas, voire stagne. Cela a un impact fort sur l'autonomie des personnes âgées. Et face à ce constat, donc, nous avons aussi identifié, diagnostiqué que les programmes de prévention qui existent, il en existe beaucoup en Île-de-France, et bien malgré tout, ils sont très mal connus quand on interroge le grand public. Et également, malheureusement aussi, des professionnels qui accompagnent les personnes âgées, qui sont aussi des relais de la prévention. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas s'en saisir pour leur pratique quotidienne au contact des personnes les plus âgées. Notre projet Solidage, il est financé par la conférence des financeurs des 8 départements franciliens et par la CNAV. Il est soutenu par le PRIF, c'est l'organe de prévention de la CNAV et de la MSA, et par également le réseau francophone Ville Amis des aînés. Et ce programme a pour objectif de renforcer les actions en faveur de l'autonomie des seniors pour lutter contre les stéréotypes agistes en particulier. Alors la particularité de ce dispositif est de faire participer très activement les seniors à la conception des programmes qui leur sont destinés et pour qu'ils soient déclinés ensuite à l'échelle départementale et communale. Et vraiment, les personnes âgées n'hésitent pas à s'exprimer. Ils s'expriment aussi bien sur le fond que sur la forme, sur le choix des mots, le choix des visuels et puis les contenus, voir s'ils sont bien adaptés à leur compréhension et à leurs attentes. Notre programme a 2 volets. Un volet qui est plus qualifié de sensibilisation, qui est intitulé Solidaire entre les âges et qui a pour objectif de lutter contre l'agisme. Et l'autre volet plus qui vise la prévention, intitulé Solide dans l'âge, qui est destiné à tous les publics vieillissants et il vise à sensibiliser et à faire modifier les comportements afin d'éviter, limiter ou retarder la perte d'autonomie liée à l'âge. Ce projet, il est innovant par sa méthode puisque sur le volet prévention, elle est basée sur la co-construction d'outils de communication avec les cibles intéressées, les sujets, les adultes âgés. Accompagné bien sûr par un cabinet de conseil aussi en communication et qui s'enrichit des remarques très, très riches des personnes âgées. Et sur l'axe prévention, dans chacun des 8 départements, les seniors ont été invités à se réunir dans des ateliers, y compris pendant la crise. On a réussi à s'adapter, à le faire parfois en visio, en les aidant vraiment en amont pour être à l'aise avec ces outils. Et l'idée, c'est de concevoir des outils les plus adaptés pour les inciter déjà, premièrement, à une prise de conscience de l'importance de la prévention, ce qui n'est pas dans notre culture initiale, et deuxièmement, aussi à modifier leur comportement pour permettre un maintien optimal de leur autonomie. Et donc, en collaboration étroite avec les acteurs de terrain, les CCRS, les M2A, etc., les franciliens âgés et les experts de la prévention, eh bien, ensemble, nous avons réalisé des kits de communication qui sont élaborés sous format papier ou digitaux, toucher tout le monde. C'était notre sujet, pas passer à côté de la problématique de l'électronisme. Et puis, ces outils seront mis à disposition de toute personne qui en aurait besoin pour promouvoir la prévention ou qui souhaite faire de la prévention. Chaque département a travaillé sur 8 thématiques, donc la prévention des chutes, l'aménagement de l'habitat, la prévention de la perte auditive, l'activité physique, la prévention des troubles cognitifs, le suivi médical, le lien social et la prévention de l'isolement
Et bien évidemment, la nutrition, c'est un des thèmes qui est revenu très, très souvent. Et chaque département donc, a conçu un kit de prévention en lien avec ces thématiques, sous forme de… Alors, les livrables, ça seront des courtes vidéos, des supports, des infographies pédagogiques, des fiches mémo, des brochures explicatives, des documents de référence, des bannières pour les sites Internet, des visuels animés, etc. Et dans ces kits, les usagers pourront retrouver aussi des outils de sensibilisation et d'alerte du grand public et des documents ressources qui comprennent la définition de la thématique, en l'occurrence la nutrition pour le kit qui a été co-construit par le Val d'Oise, ce sont eux qui se sont intéressés à la thématique, mais ils le partageront avec l'ensemble des 7 autres départements. Ils trouveront aussi des éléments sur les risques et les conséquences liées à la thématique de la dénutrition, des moyens pour y remédier et puis des dispositifs, des liens pour aller encore plus loin dans leur connaissance du sujet. Dans les kits, alors oui, il faudrait pouvoir changer de slide, s'il vous plaît. Donc voici un type, vous allez voir s'animer un exemple des outils conçus par le Val d'Oise sur la problématique de la dénutrition. Et donc ça c'est une animation vidéo. Et maintenant que notre conception est finalisée, donc l'étape à venir, c'est l'enjeu qui est vraiment un enjeu majeur, c'est de diffuser le plus largement possible par tous les moyens ces outils. Donc je me retourne vers l'auditoire, on aura certainement aussi besoin de vous pour être des relais. Et nous allons ensuite proposer ces outils qui seront des outils de communication clés en main pour le grand public et les professionnels du territoire. Le programme, il sera adapté à tout type de médias, accessible à tout type de cibles, qu'elles soient connectées ou non connectées. Il sera mis à disposition en téléchargement sur un site web dédié. Et puis, nous allons pouvoir ainsi créer aussi une vaste communauté solidaire. Toutes les seniors qui ont participé activement à ces ateliers de co-construction souhaitent continuer à devenir des ambassadeurs, des experts. Alors, on parle souvent de patients experts, mais là, ce sont des adultes âgés experts. Nous allons les solliciter pour plein d'autres projets internes. Et puis, c'était vraiment pour nous l'opportunité aussi de fédérer des acteurs du territoire qui n'avaient pas forcément l'occasion d'élaborer ensemble. Donc maintenant, nous comptons sur vous, puis nous allons aussi poursuivre également sur la lutte contre l'agisme sous d'autres formes, conférences, des forums, des salons, des expositions photos. Voilà, donc on vous tiendra informé de la suite du déploiement de notre beau projet Solidage. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est très intéressant. Ça donne envie de savoir aussi comment plus en détail vous avez pu faire cette co-construction en fait de ces éléments de sensibilisation des différentes personnes. Comment vous y êtes pris au niveau de l'organisation. On pourra peut-être y revenir après, ou alors si vous voulez faire une réponse très très rapide. Alors, très, très rapidement, nous sommes passés par tous nos relais locaux, les associations, les CCAS, les CLIC, etc., qui ont sollicité des personnes âgées, les résidences autonomie, ont sollicité des personnes âgées qui nous ont rejoints. Nous avons trouvé des lieux, des locaux où en plus ils avaient plaisir à se retrouver. Pendant la crise, nous l'avons transformé en distanciel. Alors on a aidé certains même par téléphone, etc. Ça n'était pas si simple, mais nous y sommes arrivés. Et au fur et à mesure, les communicants leur propose des messages, des mots, et puis ils réagissent. Ils disent non, ça n'en veut surtout pas. Par exemple, on a éliminé tous les visages sur les affiches. C'est pour ça que ça peut paraître un peu peut-être décevant par rapport à ce qu'on s'était imaginé, mais ils nous ont dit en fait à chaque fois on ne s'y reconnaîtra pas, ou ils seront trop jeunes, ou ils seront trop vieux, ou ils n'auront pas la bonne couleur, le bon, etc. Il y aura toujours des stéréotypes qui se retrouveront. Donc virez-moi puis ils sont très trash, très cash, ils disent les choses telles qu'ils les pensent, et c'est ça qui est vraiment très utile. Et puis les communicants, ça leur a appris aussi à se mettre à la disposition. Alors c'est basé sur tous les concepts de littératie en santé, c'est comment on parle avec les mots qui vont toucher et qui vont inciter les seniors à agir. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'était ça, en gros, notre méthodologie. Et puis, ils sont très, très, très investis. On était aussi partis sur de l'humour. On s'était dit, avec de l'humour, on peut faire passer plein de messages. Et les seniors nous ont dit, attention, l'humour, c'est très connoté socialement. On n'a pas le même humour que son voisin. Certains rient à, je sais pas quoi, au SS117, d'autres trouvent ça épouvantable et plein de stéréotypes. On voit bien que là, c'était pas le bon angle. Et ils nous disent, au contraire, montrez-nous les risques. Quand on parle, et c'est pour ça qu'on a retenu le mot chute. Parfois, on accentue dans certaines campagnes de prévention sur l'équilibre. Eux, ils nous ont dit non,
On a peur de la chute. On en parle entre nous. C'est ça. Donc, montrez-nous les mots, n'ayez pas peur, arrêtez d'être d'édulcorer par les mots de la chute. Ouais, je pense que ça, c'est très intéressant et très important de l'implication notamment des seniors dans les politiques de prévention. Et bon, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui a vocation à se développer encore plus, on l'espère, par la suite. On reviendra un petit peu là-dessus peut-être à la fin. J'enchaîne directement. Je passe la parole à Myrtille Dubois-Danguien, qui est responsable de développement et de partenariat au Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous, merci de nous consacrer du temps sur votre temps de repas. C'est fort aimable et fort gentil. Je vais vous présenter un petit peu donc le Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. Bon, en sachant que visiblement on fait pas tous la même chose, mais on est tous centrés un peu autour des mêmes préoccupations. Donc vous pouvez passer la slide suivante. Merci. Voilà, donc l'ambition du Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine, c'est de rapprocher, de renforcer la dynamique autour du vieillissement entre les acteurs de la recherche, du soin, de la formation, de l'innovation et les entreprises. Donc en fait, il faut que toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent, discutent, pensent autour du vieillissement puissent à un moment donné se retrouver ensemble. Et donc l'idée, c'est que le Gérontopole arrive à mettre du lien, que nous soyons un animateur de cet écosystème. Donc on se positionne comme un acteur majeur de la valorisation du territoire et de ses acteurs et la création de valeur pour mieux répondre aux défis du vieillissement. Donc, il s'agit donc de fédérer les partenaires, c'est ce que je viens de vous dire, d'impulser la recherche, de valoriser les initiatives, là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui notamment avec deux, d'innover et de soutenir les expérimentations et d'accompagner le développement économique. Et tout ça, bien évidemment, avec et pour les personnes âgées. Mais il est important que la personne âgée soit au centre de tout ça. Hein, qu'elle est, comme vous venez de le dire très, très justement, qu'elle puisse avoir sa voix, qu'elle puisse expliquer ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et je trouve assez génial parce que moi je suis contre toutes ces photos de jeunes avec des chapeaux, de personnes âgées pardon, avec des chapeaux, des lunettes branchées, des téléphones, parce que c'est pas ça la vraie vie. Donc je suis assez contente que au niveau du Gérondif, il y ait des voix qui se soient élevées sur ça. Donc voilà un petit peu notre rôle. Maintenant, sur les actions que nous accompagnons sur le territoire, donc si vous pouvez passer à la slide suivante. Alors ça a été difficile de choisir parce qu'au final, il y en avait une centaine. Donc, comment faire le choix dans cette centaine? Bon, voilà, on a pris quelque chose d'un peu classique et peut-être quelque chose qui l'est un peu moins. Donc, la chose un peu classique, c'est mené actuellement par le centre hospitalier de Jonzac. Jonzac est une ville qui est au nord de Bordeaux, une petite ville, et donc qui s'est intéressé aux conséquences du jeûne nocturne en EHPAD. Donc le jeûne nocturne, moi je suis une ancienne directrice d'EHPAD, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc effectivement, il y a cette période entre le repas qui est souvent assez tôt, vers 18h30, 19h dans le meilleur des cas, et le petit déjeuner le lendemain à 8h du matin. Et pendant toute cette phase-là, eh bien, les gens ne mangent pas. Or, la dénutrition, ce jeûne peut entraîner de gros soucis, de gros problèmes, des carences. Mais comment fait-on? Parce qu'on est un peu coincé par le droit du travail où un salarié doit avoir un battement de 11 heures entre la fin de son poste et la reprise d'un autre. Après, il y a bien évidemment des collations qui sont mises en place. Hein. J'ai été, avec mon médecin co et mon IDEC, on avait mis en place des collations pour les équipes de nuit qui puissent aller dans les chambres. Mais c'est quand même assez compliqué de réveiller une personne pour dire, bon, alors maintenant, c'est l'heure du petit 4 quarts ou de la galette bretonne, parce qu'on les aime bien, nous, les galettes bretonnes. Il va falloir se réveiller. Donc, bon, voilà. Donc, le CHU de Jonzac
est en train de réfléchir, a mis en place un groupe de travail avec des professionnels, mais également avec des représentants des usagers et avec des familles, pour savoir quelles étaient la meilleure solution pour pallier donc à ce jeûne nocturne. Donc, il y a une très forte communication qui est faite sur ça pour sensibiliser les personnes et pour faire en sorte qu'on puisse trouver une solution satisfaisante. Donc, pour le moment, c'est en cours. Donc, ça, c'était la démarche un peu classique. Et après, j'ai voulu vous présenter une démarche qui l'est un petit peu moins. Donc, Épisol, c'est une épicerie solidaire qui est à Pessac. Pessac, c'est la banlieue de Bordeaux. Donc, en fait, c'est associatif. C'est géré par des bénévoles. Tous les produits sont des produits qui sont issus de producteurs locaux, de producteurs, je dirais presque dans un rayon de 10 km. Donc, c'est une très jolie épicerie avec un peu de tout, un peu tout type de produits, des produits frais, des produits secs. Donc, il y a une adhésion. Et après, les gens, alors si vous êtes adhérent, vous payez, vous avez un tarif préférentiel. Si vous ne l'êtes pas, vous avez un tarif plein pot. Et puis, il y a aussi des gens qui peuvent venir acheter à des prix très bas en fonction des revenus. Et donc, cette épicerie solidaire a décidé de se promener dans les quartiers de Pessac avec un chariot, un vélo que l'on voit là sur l'écran, ce qu'ils appellent un vélo cargo. Et l'idée, c'était de prêcher la bonne parole, de la nourriture saine, de comment lutter contre la dénutrition, donc d'apporter de l'information autour d'un moment convivial, autour d'une soupe chaude. Voilà. Donc, ils ont fait ça il y a pas très longtemps. Voilà. Donc, l'idée, c'était de se promener un peu partout dans Pessac, de s'arrêter, de proposer cette soupe chaude et à ce moment-là, d'expliquer aux gens quels étaient les dangers de la dénutrition, donner quelques conseils culinaires, etc., etc. Donc, d'aller au plus près des publics. Donc, voilà, 2 expériences qu'on voulait partager avec vous en sachant que le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, actuellement, nous travaillons donc avec le CECA, qui est le centre de coordination de tous les aspects qualité à destination des établissements. Et donc, nous sommes sur un projet qualité de vie et sens au grand âge. Donc, l'idée que nous avions au départ, c'était de pouvoir faire venir au sein des EHPAD des opticiens, auditifs, des audioprothésistes, voilà, et aussi des dentistes. Donc, on est au début de notre démarche. On a fait une étude auprès d'une trentaine d'EHPAD. On s'est rendu compte que l'auditif, globalement, et la vue, l'optique, ça se passait à peu près bien. Il y avait des solutions qui se trouvaient. Par contre, le dentiste, c'était vraiment un gros problème. Et pourquoi parler de ça aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que une mauvaise dentition, une hygiène bucco-dentaire déficiente, eh bien, va entraîner de la dénutrition et bien évidemment beaucoup d'autres problèmes. Donc là, on est en train de travailler on va réaliser 2 webinaires pour savoir un petit peu quelles sont les attentes des EHPAD sur ce sujet-là. Mais déjà, on a une première ébauche, c'est-à-dire que les EHPAD que j'ai rencontrés, puisque c'est moi qui les ai rencontrés en majorité, sont quand même sur « donnez-nous des pistes, donnez-nous des clés, dites-nous ce qui se fait ». Donc, peut-être qu'on se dirige vers un livrable pour donner des clés aux EHPAD pour comment organiser des soins bucco-dentaires au sein de leurs établissements. Voilà, merci beaucoup et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions.
Merci beaucoup pour cette présentation. Et oui, ça montre bien la complexité aussi de la problématique de la dénutrition qui est liée aux questions bucco-dentaires, mais aussi à plein d'autres questions, la question de l'isolement aussi, qui sont des facteurs en fait qui amènent à la dénutrition également. Alors, on va peut-être, voilà, on reviendra également là-dessus avec les questions, mais je passe tout de suite la parole à Valérie Bernat, qui est directrice générale du Gérontopole des Pays de Loire. Bonjour Vincent, merci, contente de vous retrouver. Écoutez, le Gérontopole des Pays de la Loire, qu'est-ce que c'est? Comme ses homologues, on est vraiment un centre de ressources qui accueille aujourd'hui, qui existe depuis 10 ans et qui accueille aujourd'hui plus de 230 adhérents en région Pays de la Loire, qui viennent aussi bien des institutions, des universités, des DECHU, des conseils départementaux, des communautés de communes, des mairies, des caisses de retraite, de prévention, des entreprises au sens européen du terme, c'est-à-dire associatifs, lucratifs, grandes entreprises, petites et moyennes. Et puis, évidemment, on ne fait pas pour, on fait avec les usagers. Et donc, on a eu la joie au sein du Gérontopole des Pays de la Loire d'avoir un regroupement des associations représentants d'usagers sur une partie de notre région, qui représente aujourd'hui bon nombre d'usagers, et parce que Génération Mouvement, Hold Up, France Alzheimer, UTL de Mayenne, Orpan, Famille Rurale de Vendée sont présents au sein de ce club régional des usagers, et j'en suis très très fière puisque l'innovation du coup qui en découle, elle est faite avec eux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est un gérontopole? Comme dirait mon président, un agitateur d'idées et un accélérateur d'action. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Les 4 champs, la formation, la recherche, la silver economy et évidemment les territoires. Et c'est comme ça, avec tous ces acteurs, que est né en sein d'un Collabinov, c'est un atelier collaboratif, un sujet qu'on a souhaité nommer À l'image. Et À l'image, c'est un projet collaboratif qui a pour objectif de prévenir et lutter contre la dénutrition des personnes âgées à domicile. Ce point, il est important pour nous. Il est important parce qu'on voulait vraiment que la personne âgée reste acteur de son alimentation le plus longtemps possible et surtout garder le plaisir de manger. Voilà, ça c'est notre objectif. Ce projet, il a été initié au sein du Gérontopole des Pays de la Loire avec les membres du Collabinov Dénutrition. Donc, le Collabinov, c'est un atelier collaboratif, innovation, le mot Collabinov, qui avait pour souhait de réunir vraiment 4 dimensions. La première, c'est la nutrition, l'alimentation, l'humanité, le côté humain, et puis le social. Sacré challenge que l'on s'est donné. Et plusieurs acteurs, du coup, se sont réunis pour travailler sur ce projet. Altic, qui est pilote du projet aujourd'hui, 3 SAD, donc 3 services à la personne, ADAR 85, 44 et Ampère 56, 2 PME, qui sont Sadax, Sirani et Saveur et Vie que vous connaissez, et puis l'ESA, qui est l'École supérieure d'agronomie, une diététicienne et une psychologue. Et tout ce petit monde qu'on est en capacité de réunir au sein d'un gérontopole, ont décidé de travailler ensemble sur ce projet. Donc, la réflexion de ce projet, elle est vraiment réalisée à la fois sur le concept et le service. Elle a pour objectif vraiment de réaliser ce service et ce produit avec les personnes âgées, les aides à domicile et les aidants de proximité. D'abord, une preuve du concept, puis dans l'objectif d'avoir un déploiement pour les aides à domicile. Ce projet, il a une durée de 2 ans et demi. Il a été labellisé par le pôle Valorial et il est financé par la région Pays de la Loire. On l'a débuté, en tout cas, on a passé la première phase de co-conception. Ça y est, elle est terminée enfin, malgré la crise et les difficultés rencontrées l'année dernière. Et avec un certain nombre de tests qui nous permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'enseignements à ce stade. On s'est rendu compte que, par exemple, l'offre sur mesure
est suffisamment diversifiée pour répondre aux différents besoins des personnes âgées et la diversité des situations était indispensable à prendre en compte dans l'approche du produit. Et puis, garder une approche globale. Petit mangeur, demande un appui de stimulation, donc un accompagnement de service. Ce qui n'est pas le cas forcément pour une personne qui peut continuer, une personne plus robuste, qui continue à faire ses courses et qui, elle, recherche le lien social. Donc, on voit bien que la conception du produit et du service doit être vraiment dépendante également de la personne que l'on a en face. La phase d'expérimentation a débuté au mois de novembre, donc vient de débuter, et on a hâte de venir vous présenter demain, ça sera l'année prochaine du coup, les résultats de cette deuxième étape. En tout cas, moi, je suis très fière de vous le présenter. J'aurais préféré que ce soit mes adhérents directement parce que, pour le coup, c'est vraiment eux qui ont co-construit ce magnifique produit. Mais on a hâte de déployer ce service et ce produit qui viendra vraiment englober le service, le produit et le lien social dans une approche complètement décloisonnée et d'acceptabilité, parce que c'est quand même ce qu'on recherche, de ce produit, de ces services à destination de la personne âgée. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette présentation. J'enchaîne directement. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, privilégiez l'onglet questions et réponses et ce sera le plus simple. Alors, je vois que plusieurs personnes utilisent également le chat, mais voilà, le plus important pour les personnes qui veulent participer, c'est l'onglet questions et réponses. Alors, pour suivre, nous avons deux personnes qui nous viennent du Sud. Nous avons Olivier Ritt, qui est directeur du Gérontopole Sud, et Fabienne Verdureau, qui est chef de projet innovation psychosociale, leader des innovations psychosociales pour mémoire et santé. Voilà, donc le Gérontopole Sud, qui a 2 ans d'existence, dans son travail d'observation et de partage d'expérience, a le plaisir de vous présenter les actions à la fois pédagogiques et inclusives de mémoire et santé, une association basée à Marseille qui opère donc dans la région sud, mais qui a porté ses projets également dans d'autres régions en France. Donc après la vidéo que vous allez pouvoir lancer, Fabienne Verdureau, qui est neuropsychologue et chef de projet innovation de l'association Mémoire et Santé, complétera votre information. On cherche le lien pour la vidéo. Vincent, on ne vous entend pas. Excusez-moi, la vidéo va arriver. Encore quelques petits instants d'attente. Alors, est-ce que vous pouvez commencer peut-être à présenter un petit peu le contenu de cette vidéo, d'où elle vient? Écoutez, cette vidéo a été construite lors d'un repas le sans fourchette au lycée hôtelier de Blois. Donc, vous voyez, on était loin de notre région, comme disait Olivier Ritt. Nous étions aussi au niveau national et je voudrais profiter de ce petit moment d'attente. D'abord pour vous remercier de l'attitude positive de ce partage parce que, comme on voit, tout est intéressant dans ce qui a été partagé et très complémentaire. Vous allez le comprendre avec la vidéo que Vincent va nous lancer, si c'est possible. Est-ce que vous pouvez tous voir la vidéo? Mémoire et Santé est une association loi 1901 qui a été fondée par des professionnels de la recherche et de la santé. Docteur en neurosciences, médecin gériatre, psychomotricien, neuropsychologue et orthophoniste, dont l'objectif est d'investir les champs de la mémoire. Elle a aussi comme premier objectif d'apporter des réponses pragmatiques et réalistes et adaptées aux personnes qui sont concernées par ces problématiques de handicap invisible.
Le but est d'élaborer un repas en retirant les contraintes pour que les malades puissent saisir les aliments de manière facile. Donc l'idée est de construire dans les assiettes les mets selon des formes, des textures, avec des tailles de bouchées adaptées pour permettre à toutes les personnes de se sentir sans aucune difficulté de manger avec ses doigts. Notre but, c'est de partager un moment de plaisir, de convivialité et de partage autour du repas. C'est-à-dire de prendre un moment propice pour en faire une sortie, en dehors du lieu de vie des personnes. C'est pourquoi nous avons eu cette initiative qui a pour objectif de sensibiliser le monde de la restauration au handicap invisible. Le repas sans fourchette propose un repas type manger-main au restaurant, à l'attention de toutes les personnes malades atteintes de maladies d'Alzheimer, leurs familles et les soignants. Les perspectives du sans fourchette sont vraiment celles de démarcher toutes les écoles hôtelières qui souhaitent participer et ensuite de faire connaître ce projet d'innovation. Toutes les écoles hôtelières sensibilisées par le handicap invisible auront le plaisir de faire ou de réaliser un repas sans fourchette dans leur établissement. Merci. Si vous pouvez mettre la diapositive, je vais avoir que quelques minutes pour vous présenter un petit peu le concept. Alors, allons-y. Alors, ça va défiler. Donc, l'idée... Et la suivante, ouais. Voilà, c'est la suivante. Vous êtes après. Merci. Donc, l'idée de la sortie gastronomique, vous avez bien compris que c'était quand même un défi de proposer aux écoles hôtelières et aussi aux restaurateurs de construire à la bouchée un repas constitué entrée, plat, dessert avec des petites modèles de maquettes que vous voyez là qui sont conçus pour montrer que saisir avec ses doigts un aliment pour des personnes donc atteintes de pathologies, ça leur facilite quand même la vie. Et puis, pour les aidants, c'est une façon aussi de dédramatiser ces situations parfois difficiles au moment des repas. Donc, on s'équipe de ce genre de choses pour montrer un petit peu l'état d'esprit. Et puis, on va sensibiliser les écoles hôtelières à l'usage découvert. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de présenter la maladie dans les écoles hôtelières, mais au contraire de présenter comment se fait l'usage découvert, comment on l'apprend et comment on le désapprend. Nous avons été sensibilisés suite à une enquête qu'on a fait auprès de ces jeunes gens, que finalement ils avaient très peur de l'idée de ce que ça peut représenter le vieillir, et les autres gérontopoles ont bien insisté sur cette façon de transposer un petit peu ce qui fait peur et ce qui ne fait pas peur. Et nous avons abordé la question par l'apprentissage de l'usage découvert. Et indirectement, on voit que les jeunes gens et aussi les restaurateurs sont assez attentifs finalement à cet accueil adapté, à la construction de mets adaptés, parce que pour un restaurateur ou un chef, construire une bouchée, je vous donne un exemple, une bouillabaisse comme ça, écoutez, c'est un petit peu délicieux parce que justement le travail de la texture, la manière de construire la bouchée pour que ça relate vraiment la bouillabaisse, c'est fabuleux. Alors, c'est vraiment la gastronomie à la française, on n'est pas du tout dans une structure, dans des mets modifiés.
c'est vraiment une créativité aussi de chaque école hôtelière, de chaque chef, et aussi une participation active de cette jeune génération qui nous surprend à chaque fois, qui est beaucoup plus avant-gardiste que parfois leurs professeurs, qui sont, vous vous rendez pas compte, manger avec ses doigts dans un restaurant gastronomique, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on est surpris parce que évidemment, on est toujours à guichet fermé à chaque fois qu'on ouvre un repas et les assiettes sont vides. Ça aussi, ça les interpelle quelque part parce qu'on se rend compte qu'effectivement, la bouchée peut être ingérée de manière commode, comme vous l'avez vu un petit peu, et qu'elle peut permettre la saisie adaptée. On s'est rendu compte aussi pendant ces moments où j'ai dépassé mon temps, ça y est, plaisir et gastronomie étaient liés, que nous étions évidemment dans des moments de pur bonheur pour certaines personnes qui n'allaient plus manger au restaurant depuis très longtemps. Voilà, je vous remercie et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Vincent, micro. Ah, excusez-moi encore une fois. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Je vais passer à la parole à nos derniers intervenants, qui sont Valérie Egloff, présidente du Gérontopole de Normandie, Laetitia Raginel, qui est vice-présidente de Repas Partage et développement directeur chez Onyx Développement, et Mehdi Duteil, qui est directeur de Repas Partage. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Merci de cette belle initiative qui permet une fois de plus de valoriser ce que font les gérontopoles chacun dans leur territoire. Alors très rapidement, le Gérontopole de Normandie, un peu sur le modèle des autres gérontopoles, donc est une association. On existe depuis maintenant 4 ans, depuis novembre 2017. On regroupe aujourd'hui une centaine d'adhérents. On y retrouve bien sûr en membres de droit l'ARS, le conseil régional et les 5 départements normands. Et puis, un grand nombre, 4 collèges dans lesquels on retrouve les collectivités territoriales, les acteurs de santé et médico-sociaux, le collège des acteurs de la Silver Economy, et pas plus tard qu'hier, nous avions notre événement annuel qui est le Silver Day, qui a réuni un peu plus d'une centaine d'acteurs économiques à Caen et qui permet entre autres de valoriser les entreprises normandes dans tous les domaines des innovations pour les personnes âgées. Et nous disposons dans ce cadre d'un Living Lab qui permet justement à toute entreprise de tester en direct son projet, son produit auprès d'usagers retraités, bénévoles, un peu partout sur l'ensemble de la région. Nous avons d'ailleurs inauguré cette semaine un 4e club testeur à Granville. Et notre 4e collège, ce sont aussi tous les acteurs de la formation, des métiers du grand âge et de tous les besoins qu'on va avoir dans les années qui viennent, et ils sont nombreux. Alors rapidement, nous avons plusieurs actions. Bon, bien sûr, l'aide à la recherche. Nous accompagnons pour ça pas mal de porteurs de projets sur des innovations en matière de santé, du dépistage précoce des maladies dégénératives. Nous avons aussi un programme de conférences qui, lui, est à destination des seniors et qui se fait en partenariat avec la CARSAT, avec AG2R La Mondiale, et qui nous permet là aussi d'accueillir des experts des sujets du vieillissement un peu partout en Normandie. Et nous avons aussi un projet pour l'année prochaine de travailler sur les questions d'habitat, tous les nouveaux modes d'habitat inclusif, copartagé, qui est là aussi un besoin sur notre territoire comme dans l'ensemble du pays. Alors, je vais faire vite parce que justement, mon souhait, c'était plutôt de laisser la parole à nos adhérents et à ceux qui justement ont innové dans la matière de la nutrition, sachant que la Normandie est une terre agricole, une région où on mange bien, mais qu'effectivement, il y a un âge où c'est plus difficile de bien manger. Et nous avons parmi nos adhérents une entreprise qui a été fondée il y a 35 ans maintenant, qui s'appelle Nutri7, qui est basée dans la région rouennaise, qui est un spécialiste de la lutte contre la malnutrition, en particulier des enfants ou des femmes enceintes. Ils sont beaucoup intervenus en Afrique. Mais là, ils travaillent aussi sur un produit qui sera à destination donc, des seniors en tant que complément alimentaire enrichi, qui peut se mélanger à tous les produits. Ça s'appelle Appétit Mix. Alors, je vous ai mis effectivement dans le chat un lien. Je ne sais pas si ça va marcher, hein. Vous avez une petite vidéo sur YouTube où vous pourrez découvrir ce produit qui a pas plus tard que ces jours-ci obtenu le prix de l'agroalimentaire 2022 en matière d'innovation et de produits adaptés.
Et alors, parmi nos autres adhérents, je vais lui laisser la parole tout de suite, nous avons donc aussi Repas Partage, qui est un concept là aussi de convivialité à destination des seniors pour améliorer justement leur état de nutrition et leur plaisir à manger, et encore plus à manger ensemble. Donc, je vais laisser la parole à Mehdi Dutheil. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Valérie. J'espère que tout le monde m'entend bien. Effectivement, comme le disait Valérie, j'ai fondé et je dirige maintenant l'association Repas à Partage qui existe depuis 2 ans et 1 mois, pardon. Et cette association, en fait, elle prend à contre-pied toutes les raisons pour lesquelles une personne de plus de 70 ans perd de l'appétit et donc à risque de dénutrition. J'ai essayé de synthétiser ici, de compiler un peu mes lectures entre les études du CHU de Nice et puis les autres études que j'ai pu lire sociologiques. Le problème est essentiellement dû sur la perte d'appétit à la solitude et au manque de plaisir alimentaire. Et donc, j'ai assez rapidement constitué des groupes de personnes que je pouvais interroger pour écrire et construire le concept des repas partage. Et en réalité, ils sont très nombreux en France à subir cette solitude, entre 1 million d'aînés isolés selon une étude des Petits Frères des Pauvres, et puis on compte selon l'INSEE 4 millions de personnes de plus de 70 ans qui vivent seules. Et ensuite, le plaisir alimentaire, on a travaillé sur quelles étaient les conditions pour qu'une personne âgée puisse reprendre du plaisir à passer à table. Et donc, on a conçu Repas Partage et ça semble compliqué, mais une fois qu'on est dedans, c'est assez simple. Il suffit d'aller chercher via les mairies, les CCAS, les centres communaux d'action sociale, les personnes de plus de 70 ans qui sont isolées et qui se sentent seules pour les rassembler dans des tiers-lieux, que ce soit dans nos bureaux qui sont équipés d'une cuisine et d'une salle à manger ou des gîtes que l'on loue ou encore dans des résidences autonomie. Et on réunit des personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas du tout. Et au préalable, on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient cuisiner et manger ensemble. Et donc le jour J, l'association et nos animatrices d'atelier viennent avec les ustensiles de cuisine et les denrées alimentaires. On a veillé à ce que les menus soient équilibrés, mais aussi gourmands et qu'ils conviennent à l'ensemble des convives. Et au moment où on se retrouve, donc disons pour un déjeuner partage, l'atelier commence à 10h, il va se terminer vers 17h. Chaque participant va s'attribuer une mission ou un rôle, éplucher les légumes. Moi, j'aime pas éplucher les légumes, je vais faire la vaisselle par la suite. Il faut qu'il y ait aussi un petit groupe de 2-3 personnes pour mettre la table. Et c'est comme ça que chacun va trouver chaussure à son pied dans ce moment que l'on propose, qui est convivial. Et puisqu'on a un temps long et une concentration dense de la part de nos convives, on en profite pour leur transmettre les clés du bien vieillir. Principalement la nutrition. On va leur donner les grands principes de l'équilibre alimentaire et puis ensuite, on va les inviter à regarder en détail ce qu'il y a dans leur assiette. Alors, on utilise des documents référentiels papier que l'on a, mais aussi du numérique. Le numérique, il occupe une place de plus en plus importante dans nos ateliers, dans le sens où quand on va interroger Michel, qu'on voit au premier plan sur la photo, sur la teneur en protéines du poulet, on l'invite à utiliser la tablette et d'aller sur un site internet comme le Sequal par exemple, et à effectuer le calcul de la teneur en protéines du poulet pour lui et ses convives qui sont autour de la table. Et puis évidemment, l'animatrice d'atelier ou l'animateur d'atelier n'est pas non plus DJ pour la musique, et donc on invite les participants à ajouter les musiques qu'ils vont vouloir écouter pendant le moment du repas sur l'application Spotify ou Deezer avec la tablette. Donc en fait, on désacralise un peu les clés du bien vieillir par un moment qui est convivial, qui est adapté et qui est co-construit par les participants. Des repas partage, on en fait 3 à 5 par semaine. On a été créé il y a peu de temps et malgré les conditions sanitaires que l'on a connues ces derniers temps, on a quand même un rayonnement qui est de 30 km autour de notre bureau qui est situé dans le département de l'Eure. Et on touche comme ça à peu près 500 personnes depuis 1 an et demi régulièrement. On a des personnes qui viennent à peu près toutes les 2 semaines et d'autres qui viennent 3 fois par an. Donc chacun vient au rythme qu'il désire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait encore une dernière personne qui devait intervenir? Laura Roginel, non, finalement, elle ne pouvait pas intervenir, donc c'est pour ça que j'ai préféré parler de Nutri7 à la place. Voilà, mais elle fait partie de l'équipe aussi de repas partage. Voilà. Donc Mehdi a dit l'essentiel. Oui. Merci beaucoup.
Vincent, je suis désolé, je peux peut-être ajouter 2 mots du coup sur le produit dont parlait Valérie. Petit Mix, la particularité par rapport à tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui, c'est que c'est un produit qui est sous forme de pâte qui pourrait ressembler en texture à une pâte à tartiner et qui donc va très bien s'incorporer dans des préparations aussi bien salées, sucrées, froide ou chaude. Et c'est la particularité par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Les enrichissements dans les EHPAD et les hôpitaux, c'est plutôt liquide ou en poudre. Et là, on a quelque chose entre les deux qui devrait faire sa petite révolution dans le milieu de la dénutrition des personnes âgées. C'est assez intéressant finalement. On revient sur des thèmes qui sont assez communs, qui sont à la fois comment redonner plaisir à manger, peut-être en changeant la texture, en changeant l'aliment qui est proposé. Et là, on voit également qu'il y a tout un travail qui a pu être fait dans votre présentation sur la lutte contre l'isolement, qui est peut-être l'une des aspects assez importants finalement dans la perte d'appétit des seniors. D'ailleurs, il y avait une question de Jean-Nicolas qui demandait qu'en est-il de la lutte contre l'isolement. Donc, on peut voir que voilà, c'est une chose qui est prise en compte par beaucoup de dispositifs, et vous avez eu assez peu de temps finalement pour présenter chacun un ou deux dispositifs, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez visualisé par tous les gérontopoles de France actuellement, que c'est l'un des enjeux assez importants. Alors, je pense que je peux vous poser quelques questions. N'hésitez pas, dans le chat à poser d'autres questions. Donc, vous pouvez passer par le chat ou par l'onglet QR si vous ne voyez pas exactement où il est. Donc, vous pouvez poser des questions à tous les intervenants ou à un intervenant en particulier. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, j'ai quelques questions qui ont été posées par Vimeo. Donc, si vous nous regardez par Vimeo, vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Alors, j'ai une question de Catherine Delard qui demande merci beaucoup pour cette présentation. Pourriez-vous me parler un peu plus en détail des techniques de sensibilisation des aidants soignants mises en œuvre? Alors, c'est pas spécifié pour quelle personne, mais est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole sur cette question? Voilà un petit peu de. Alors. Allez-y, si quelqu'un veut prendre la parole, allez-y. Concernant les aidants, nous avons eu dans nos recueils de demandes un petit peu de sortie à l'extérieur, de sortie au restaurant, qu'est-ce qu'ils souhaitaient? Est-ce qu'ils souhaitaient juste sortir pour sortir, ou est-ce qu'ils souhaitaient se retrouver avec des pairs ayant des problématiques identiques aux leurs? Et on s'est rendu compte que le moment du déjeuner leur était profitable, parce que c'est à ce moment-là, en déjeunant et en se retrouvant au cours des différents repas proposés leçon fourchette, qu'ils se donnaient rendez-vous. Ça a été à notre insu indirectement, parce qu'on ne s'était pas dit que ça pouvait fonctionner très bien comme ça, mais ça a été un moment de rencontre de personnes aidantes qui n'adhéraient pas au processus de proposition des aidants plus classique, on va dire, quand on leur propose des groupes de parole au sein des activités d'association. Voilà. Pour nous, ça a été quelque chose de très, très important auquel nous veillons d'une manière très attentive pour leur permettre aussi de se retrouver. Et nous ouvrons aussi nos déjeuners, bien évidemment, aux personnes qui se retrouvent seules après le décès de leurs proches, et qui ont envie et qui continuent encore à avoir dans leur état d'esprit l'idée de contribuer à venir témoigner indirectement, pas forcément de manière un petit peu attendue finalement. Donc, c'est une expérience positive pour nous. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça peut être lié aux questions de nutrition, et étant donné que c'est des réunions qui seront aussi à table à l'heure du repas. Je vois que Valérie Bernat, vous avez levé la main également. Et également après Myrtille Dubois-Tanguy aussi, qui voudrait répondre un petit peu. Oui, pour faire un retour, mais je l'ai entendu aussi dans les autres expérimentations. Lorsqu'on construit une expérimentation, un produit ou un service au sein d'un gérontopole, on le fait en collaboration très souvent avec les parties, les différentes parties en transversalité. Donc, ça comprend évidemment les usagers, les aidants proches, donc on le fait vraiment avec eux, et puis des professionnels qui les accompagnent, qui soient dans le cadre d'Alimage service à domicile, mais je le ressouligne, les industriels qui
ont un savoir-faire dans la nutrition enrichie, avec des porteurs de repas, avec des diététiciennes et des psychologues. Donc, les professionnels qui délivreront demain le produit ou le service sont dans le dispositif et conçoivent le dispositif dans ce cadre-là. Voilà, ils ne sont pas mis à part. Rien ne leur est imposé, ils co-construisent. Oui, merci. Et c'est un peu, on avait parlé de la co-construction avec les seniors, mais c'est aussi une co-construction bien sûr avec les acteurs et tous les acteurs qui ont une expérience aussi précise, étant donné que c'est leur métier et qu'ils font ça tous les jours. Est-ce que ce que vous voulez dire, Madame Dubois-Dinguien, va dans ce sens-là? Alors, vous pouvez prendre la parole. Oui, non, c'était juste pour dire que sur la Nouvelle-Aquitaine, il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur la prévention, la formation au niveau de la nutrition. Mais je voudrais parler plus particulièrement d'une. Au niveau des EHPAD, il y a beaucoup d'opérateurs de restauration collective. Sodexo, pour ne pas les nommer. Pourtant, j'ai pas été très copine avec eux pendant quelques années, mais il n'empêche que ils interviennent beaucoup au niveau de la formation du manger-main, par exemple, des mixés dans les EHPAD. Il y a véritablement une démarche pédagogique auprès du personnel des EHPAD pour expliquer, pour leur faire comprendre, pour leur montrer des nouvelles textures, des nouvelles voilà. Mais il y a aussi de la prévention au niveau des aidants. Alors, à mon avis, pas suffisamment, mais ça existe également. Vous avez d'ailleurs répondu sans le savoir à une autre question qui était de Jeanne Tudeau qui disait sur le volet formation, pensez-vous que les acteurs de l'aide à domicile sont suffisamment formés? Donc, je pense que peut mieux faire. Oui, et je pense qu'en général aussi sur le domaine de la dénutrition, je ne sais plus exactement dans quelle présentation c'était aussi le constat que les personnes qui subissaient la dénutrition n'étaient pas assez informées là-dessus, sensibilisées, mais que aussi une grande partie des acteurs du terrain n'avaient pas eu accès à cette sensibilisation. Et c'est pour ça la raison même de cette semaine thématique, la semaine de lutte contre la dénutrition, c'est justement de sensibiliser les acteurs du terrain, les professionnels, les soignants, les aidants, également les médecins. Madame Egloff, est-ce que vous voulez parler? Oui, je veux bien intervenir, mais pas forcément en tant que présidente du Gérontopole, mais aussi en tant que soignante, puisque je suis moi-même infirmière libérale. Et on a aussi à lutter contre beaucoup d'a priori ou de fausses informations. Beaucoup de personnes âgées nous disent « Ah, mais à mon âge, il faut plus que je mange de viande » ou « À mon âge, faut pas que le soir, je mange pas » ou juste un potage. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'éducation à la santé qui manque. Hein. Alors, c'est pas forcément à 70 ans qu'on apprend à être en bonne santé ou à plus, mais on voit bien qu'on a à travailler là-dessus. Et avec les familles et effectivement avec les intervenants auxiliaires de vie ou autres qui sont là souvent pour préparer les repas et qui partent du principe avec effectivement, faut pas manger beaucoup, faut plus manger ci, faut plus manger ça. Et là, il y a du chemin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est des informations qui sont en plus, il y a des informations qui sont contradictoires et qui sont fausses, qui tournent beaucoup là-dessus et qu'il est difficile de contrer. On avait eu un webinaire avec la Haute Autorité de la Santé en début de semaine qui justement parlait de ce qu'il fallait faire contre la dénutrition et les idées reçues qu'il pouvait y avoir. Mais c'est vrai que ces idées reçues ont un peu la vie dure parce que beaucoup de personnes peuvent croire à une chose plutôt qu'une autre, même si elle vient des autorités, même si elle vient de personnes qui ont des connaissances scientifiques ou l'expérience de terrain. Ça ne veut pas forcément dire que ces informations-là sont reconnues comme des bonnes informations. Et beaucoup de gens, alors ça c'est pas forcément lié à l'âge, mais beaucoup de gens se découvrent allergiques ou se croient allergiques à des produits, à des aliments arrivés à un certain âge. Et là aussi, parfois, pour des idées complètement farfelues, quoi. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire en matière d'éducation à la santé et sur les bonnes pratiques alimentaires. Oui, en effet. Alors, Madame Marthe, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je rejoins évidemment ce qui a été dit, et notamment en termes de stéréotypes, de représentation qui existent dans le champ de la nutrition, comme dans beaucoup d'autres champs sur le déterminant et tous les déterminants de santé, finalement, lorsqu'on questionne le vieillissement. Je voulais juste rappeler, en fait, cette nécessité, et finalement, tous les gérontopoles vont dans ce sens-là, hein, c'est... quand on dit fédérer les acteurs, ça paraît un petit peu, peut-être un peu flou, mais concrètement, sur une thématique comme celle-ci, on se rend compte qu'il y a des connaissances
qu'il y a des chercheurs, qu'il y a des expertises en matière de nutrition, qu'elles soient du côté du chercheur, qu'elles soient du côté de l'industriel, etc. Et on se rend compte aussi qu'il y a les expertises locales, mais surtout les expertises de terrain. On l'a tous dit, la personne âgée au centre du dispositif, les aidants, tout l'écosystème. Et finalement, c'est là aussi que quoi la plus-value du Gérontopole, c'est de pouvoir faire travailler ces différentes expertises ensemble pour justement construire des campagnes de sensibilisation qui soient adaptées, autant auprès du domicile que auprès des soignants qui interviennent dans différentes institutions. Et que c'est finalement ici aussi que tous les projets qu'on a pu aborder ici et là finalement rejoignent la dimension prévention, qu'elle soit en institution ou à domicile. Donc, je vais juste simplement rappeler le fait que tous les acteurs ici ont leur rôle et que il faut les faire rencontrer pour pouvoir construire des programmes et des solutions qui soient adaptées à nos populations. Merci. Oui, en effet, c'est d'ailleurs l'un des rôles, je pense, principal des gérontopoles aussi, la mise en contact des acteurs et c'est important, je pense, justement d'avoir aussi des politiques et des dispositifs qui puissent être portés par plusieurs acteurs, qui puissent avoir une forme de cohérence aussi sur un territoire. On a assez peu parlé finalement aussi des différences parce que on fait un tour de France finalement des initiatives de la nutrition qui nous montrent qu'il y a beaucoup d'initiatives, que c'est des dispositifs qui sont différents, qui ont un petit peu des formes différentes. Après, bien sûr, vous n'avez pas pu présenter tout ce que vous faites sur cette thématique-là, mais ça nous montre qu'il y a une diversité de choses qui sont entreprises. C'est vrai qu'on n'a pas pu aller tellement dans le détail aussi des spécificités territoriales, peut-être, de ces problématiques de dénutrition ou ces problématiques en général de vieillissement et de prévention en fait du mauvais vieillissement, on va dire d'une certaine manière. Mais c'est vrai que ça serait aussi très intéressant dans cette idée-là de pouvoir avoir plus de détails là-dessus. Je vais prendre peut-être une ou deux dernières questions. Alors, j'avais une question qui était, mais c'était à l'époque, alors c'était le dispositif sans fourchette. C'était assez précis pour savoir combien de personnes étaient touchées en général, si vous le saviez, combien de personnes en avaient profité ou en avaient. Alors. Voilà. Alors, nous avons pu avoir à peu près 2000 personnes depuis nos 40 déjeuners et dîners. 800 jeunes gens ont été formés dans les écoles hôtelières diverses. Donc, Olivier disait que nous avions été un petit peu en France, partout. Oui, donc on est allé à Blois, on est allé à Biarritz, on est allé à Paris. Marseille, évidemment, c'est notre fief parce que ils ont eu l'audace quand même. Il faut imaginer qu'arriver dans un lycée hôtelier où on fait de la gastronomie française avec des professeurs et expliquer que nous souhaiterions les sensibiliser au vieillissement normal et peut-être pathologique. Enfin, on ne l'a pas dit comme ça, bien sûr, mais ça, c'est entre nous. Et ensuite, faire en sorte que ce soit un essaimage et quelque chose de constructif, c'est-à-dire que l'avenir nous propose ce genre de choses dans des milieux plus ouverts pour que le manger main ne soit pas quelque chose qui ne soit pas une particularité, mais reste quand même quelque chose de positif. Alors, c'est vrai que je remercie vraiment vivement le Gérontopole Sud de nous aider à ça, parce que rien n'est simple et vous voyez qu'il y a encore des idées reçues sur le fait que le manger main ne serait pas une façon la plus adaptée finalement pour tous les seniors. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'aidant, finalement, il se prend au jeu pendant les repas, puis il dit finalement, c'est pas si mal que ça, parce que moi aussi, je mange bien, je suis libérée de regarder, couper ma viande, couper la viande de mon voisin, couper la viande de mon malade, et puis finalement, je me rends compte que je peux discuter avec mon voisin, ça me libère. Et là aussi, si vous voulez, on a des petits mangeurs, les gros mangeurs, donc ça, il faut qu'on s'adapte. Non pas de faire des petites ou des moyennes ou des grosses bouchées, mais d'avoir plusieurs plats. Mais ça, c'est en cours. Et ça aussi, on a été divinement surpris. Mais voilà, 2000 personnes aujourd'hui, on essaie de se développer. On a vraiment le challenge de lancer ce défi au niveau national. Et merci de nous accueillir dans vos régions parce que vous ne serez pas déçus.
Merci à vous. Je m'excuse de vous avoir mis l'eau à la bouche parce que franchement, c'est pas gentil de ma part. Alors, j'espère que tout le monde a pu bien manger, en tout cas, avant cette intervention. Alors, voilà. Je pense que nous allons bientôt finir. Et avant de terminer, je rappelle juste que tous ces… Alors, je vois une main qui se lève. Alors, Madame Raja Onaviro, je précise également que nous avons avec nous Monsieur Jérôme Gage qui a dû se connecter également et qui voudra peut-être faire une intervention à la fin. Alors, je vous laisse la parole, peut-être, Madame Raja Onaviro. Non, en fait, c'est Isabelle Dufour, mais c'était pour après dire un mot de la fin pour vous remercier. Donc, je cède la parole à Jérôme. Je reviendrai après, à la fin. Alors, je prends la parole en étant vraiment désolé de ne pas avoir pu assister à la totalité du webinaire. C'est-à-dire que je suis à Nancy, où il y a le colloque de l'Office nancéen de la dénutrition. Et moi, je voulais juste très rapidement remercier vraiment du fond du cœur l'ensemble des gérontopoles qui se sont vraiment très fortement mobilisés à l'occasion de cette semaine de la dénutrition et qui ont contribué en faisant circuler l'information, en mobilisant tous les acteurs dans leur réseau et avec l'organisation de ces webinaires, au fait que voilà, on est vraiment très content au moment où se termine cette semaine de la dénutrition, parce qu'il y a eu une belle mobilisation, une belle couverture médiatique, des articles dans la presse quotidienne régionale, ce type de webinaires qui permettent de partager l'information, et puis beaucoup d'actions dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les communes, dans les services d'aide à domicile, avec des associations. Donc voilà. Mais vraiment, vraiment, merci beaucoup. C'était pas gagné d'avance de réussir à imposer dans le débat public cette question relative à la dénutrition. Et vous y avez contribué et les initiatives que vous avez présentées aujourd'hui, y participent. Donc vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous pour ce message. Madame Dufour, est-ce que vous voulez faire parler un tout petit peu pour clore ce webinaire? Oui. Très simplement, pour remercier le collectif de lutte contre la dénutrition de nous avoir donné l'opportunité à nous, les gérontopoles de France, de mettre en avant nos compétences, nos savoir-faire, nos méthodes et de l'illustrer par certains de nos travaux. Donc, merci à vous. Vous pouvez compter sur notre soutien et les années suivantes, nous serons toujours aussi à vos côtés pour déployer. Et puis, entre deux semaines, nous continuons nos travaux, bien évidemment, sur le fond. Je voulais remercier aussi tous les participants, mes collègues, leurs équipes qui ont présenté leurs travaux. Ça renforce aussi la cohésion de ces gérontopoles qui tous ensemble se mettent au service de causes qui nous engagent comme celle de la lutte contre la dénutrition. Et puis aussi, merci à Idealco qui techniquement a bien assuré, nous a bien coaché. Puis merci aussi à mon équipe de communication qui a contribué à monter et à vous accompagner tous pour la réussite de cet événement. Voilà, grand merci. Merci à vous. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en vidéo, en enregistrement. Il sera disponible également sur la page du collectif de lutte contre la dénutrition avec le reste des éléments qui vous permettront d'en savoir plus sur tous ces dispositifs et sur toutes ces actions qui ont été menées par les différents gérontopoles et auxquels vous avez pu un peu assister pendant quelques minutes. Voilà, est-ce que vous avez un dernier mot de la fin? Est-ce que quelqu'un voudrait, voilà, non? Je pense que tout le monde a envie d'aller manger. C'est ça. Bon appétit à tous. Merci beaucoup à vous et bon appétit et au revoir.